fils de Furax. 898e épisode. Frère Babu, n'oubliez jamais le spectacle grandiose que vous allez voir. Que l'exemple de Claquemuf reste gravé dans vos mémoires. Et qu'il vous préserve de la trahison. J'ai dit, faites avancer le condamné. Et toi, bourreau, fais ton office. Grand Babu, dois-je, selon la tradition, vous garder les dents en or? Inutile, frère bourreau. Cet ignoble Claquemuf, tu en livreras les restes aux chiens. Sauf le cœur que tu donneras à ma panthère noire favorite. Allons, qu'on sonne la lalie. À genoux, Claquemuf. Ton heure est venue. En perdant le titre sacré de Babu, tu vas perdre la vie. Chaviro. Rotantacha. Grand Babu, tenez, c'est pour vous. C'est urgent. Donnez. Adieu, Claquemuf. Assassin! 1, 2, et... Arrêtez! Bourreau suspend ta hache! Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça va traîner encore longtemps. Bourreau! Relève Claquemuf! Le frère Claquemuf! Ôte-lui les liens! Bien, maître. Frère Claquemuf! Vous êtes gracié! Claquemuf, vous êtes non seulement gracié, mais réintégré dans tous vos droits et prérogatives. Est-ce possible? Je rêve. Finissez ce cauchemar. Ne me faites pas languir davantage. Par pitié, achevez-moi. Non, Claquemuf, vous avez la vie sauve parce que j'ai besoin de vous. Et votre sauveur, c'est ce télégramme. Mes frères, en voici la teneur. Furax et Malvina, eux aussi, partis par extrapolateur. Stop! Destination inconnue. Stop! Seul Claquemuf connaît les coordonnées d'espace et de temps. Signé Gigondas Favouille. Oh, Pénélope, chère, fidèle et chaste épouse, ah, Télémaque, mon fils chéri, quand donc mes amis retrouvés pourront-ils dire heureux, qui comme Ulysse a fait un beau voyage, ou comme Cestuila qui conquit la toison, et puis est retourné, plein d'usage et raison, vivre entre ses parents le reste de son âge. Oh, qu'est-ce encore entré? Seigneur Ulysse, Oui. j'ai rencontré ces deux étrangers qui rôdaient sur la grève. Ils observaient nos bateaux. Ce sont des espions. Enfin de la distraction. Approchez. Toi, qui es-tu? Et qui est cette femme agréable à contempler qui t'accompagne? Malheureux Ulysse, mon nom est Furaxos. Et cette femme est mon esclave. Ton esclave? Oui, Malvina, et c'est pour ça que tu m'aimes, mon petit. Mais Furaxos, es-tu grec? De quelle cité viens-tu? Noble roi Ulysse, je viens d'un pays très lointain, situé au septentrion. Je suis un savant, un sage et un puissant devin, et les dieux qui te protègent m'ont envoyé vers toi. Je viens t'aider. Mais est-ce possible? Plus loin que le royaume des morts, plus loin que le pays des terribles géants, par-delà le fleuve océan, là est mon pays. Et Zeus, le père de tous les dieux, m'a dit en songe, Furaxos, toi qui sais les secrets du destin, lève-toi, prends ton bâton et va auprès du courageux Ulysse. Tu lui montreras ma volonté et tu le conduiras à la victoire. Vraiment, Zeus t'a dit cela? Il l'a dit, n'est-ce pas, Malvina? Bien sûr, Fifi. Mais écoute, tu es habile, Furaxos, mais les Grecs sont maîtres dans l'art du mensonge. Tu ne réussiras pas à me tromper, je ne te crois pas. Tu as tort, Ulysse, et je vais te le prouver. Je sais tout de toi, ton passé et ton avenir. Cette guerre et les 1000 aventures que tu courras encore te rendront illustre.
On comptera ton histoire dans les siècles à venir, sous le nom d'Odyssée. Mais c'est à peine croyable. Si tu doutes, pose-moi des questions et tu sauras que je dis vrai. Soit, réponds-moi sans détour. Que m'a promis ma femme Pénélope quand je l'ai quittée pour cette funeste guerre? Elle t'a dit, belle Ulysse, ne crains rien, je t'attendrai vertueusement pendant de longues années. Et encore? On aura beau m'annoncer ta mort, je t'attendrai. Et encore? En t'attendant, je ferai de la tapisserie. Est-ce vrai? C'est vrai, et moi seul le savais. Me crois-tu à présent? Mais peut-être je... Eh bien, je te prédis, Ulysse, que les Grecs gagneront la guerre de Troie. C'est juré? C'est juré. Oh, alors je t'engage à mon service, profond Furaxos. Viens avec moi, je vais te présenter à mes chefs, Agamemnon et Ménélas. Vous êtes bien songeur, Alexis. Oh, mais non. Mais si, je le vois bien, mais qu'avez-vous? Je pense à mon père, Barnabéa. Vous regrettez déjà d'être parti? Non, mais je m'en veux de lui avoir faussé compagnie, car je sais qu'il nous retrouvera. Mais il va partir lui aussi par l'extrapolateur, il va nous rejoindre. Sans aucun doute. Ah, j'ai agi à la légère. Mais alors, mais que comptez-vous faire? Mais vous allez m'abandonner? Mais non, ma chérie, au contraire, votre présence va nous aider, mon père et moi, à réaliser nos projets. Oui, mais comment? Attendez, il est trop tôt, il faut avant tout que nous demeurions inaperçus. Nous allons nous introduire dans Troie de manière discrète. Que faut-il faire? Nous voici presque arrivés aux portes de la ville. C'est simple, on ne pourra pas nous refuser l'hospitalité sacrée. Nous allons nous faire passer pour des mendiants. Défaites les liens du frère Claquemuf. Oui, grand Babu. Est-ce donc vrai, grand Babu? Je suis vraiment gracié. N'est-ce pas votre intelligence diabolique, votre sagesse infinie, qui m'inflige cette cruauté ultime en me donnant un espoir fallacieux? Vous pouvez partir, bourreau. Tenez-moi au courant de vos déplacements pour que je puisse vous joindre à la première nécessité. Bien, grand Babu. Et vous, frère Claquemuf, cessez de m'embrasser les genoux, c'est énervant à la fin. Levez-vous! J'obéis difficilement à vos ordres. Les frères curieux a eu la main lourde. Debout, frère Claquemuf! Sinon, il est encore temps de rappeler le bourreau et de vous faire exécuter pour manque d'obéissance. Voilà. Approchez, frère Maclouf. Je suis à vos ordres, grand Babu. Voici donc le télégramme qui, in extremis, a sauvé la vie à notre frère Léon Claquemuf. Furax et Malvina, eux aussi, partis par l'extrapolateur. Stop. Destination inconnue. Stop. Seul Claquemuf connaît les coordonnées d'espace et de temps. Signé Gigontas Favouille. Est-ce vrai que vous les connaissez, ces coordonnées, frère Claquemuf? Mais certainement, grand Babu. Alors dites-les-nous. Les chiffres ne vous diraient rien. Je les connais d'ailleurs pas par cœur. Mais alors? Mais je me souviens parfaitement de l'emplacement des aiguilles sur leurs écrans. Et bien sûr, il suffit de rechercher la destination sur les livres de correspondance que j'ai mis en lieu sûr. Quelle est cette destination? J'ai l'impression que vous tournez autour du pot, que vous essayez de gagner du temps. Bourreau! Non, je vais vous dire. Je vous écoute. La destination, c'est la ville de Troie. Troie? Malheureux! Ainsi Furax est déjà à Troie! Attendez. J'avais préparé l'extrapolateur pour la mise en application de votre plan Arma Virum Coe Canobis, dont vous m'avez confié l'exécution. Oui, et que s'est-il passé? Le frère Alexis, mon dauphin, est parti à Troie avec une femme. Mais je le savais pas. Vous ne pouviez pas le savoir. Quand le grand Babu nous l'a annoncé, vous étiez dans les pommes. Un coup de pied dans l'estomac comme j'en avais pas vu depuis 10 ans. Boum. Une fois Alexis parti, Furax a surgi à son tour, s'est servi de l'extrapolateur, et se trouve maintenant lui aussi à Troie. Comprenez-vous maintenant qu'il n'y a plus une seconde à perdre? Frère Alexis ignore certainement l'arrivée de Furax. Et ce dernier a beau jeu auprès des Grecs. Car si les Grecs gagnent la guerre de Troie une fois de plus, nous sommes foutus. Adieu les pétroles du Moyen-Orient. Adieu la domination du monde. Mais rien n'est perdu encore, grand Babu. Laissez-moi rentrer tout de suite à Paris chez moi. Une simple manipulation pour faire fonctionner l'extrapolateur et tout le monde revient. Après quoi je repartirai avec le frère Alexis, mon fils unique et préféré. Mais sans Furax cette fois-ci. Partez. Asbestos, en route. Ouais, patron. Frère Maclouf. Oui. Approchez, je vous prie. Oui. Un mot. Oui. Vous partez avec eux. Vous ne quitterez pas le frère Claquemuf d'une semelle. Bien. Il est gracié, c'est une affaire entendue. Bien. Mais provisoirement. Compris? Oui, grand Babu.
Il y a une joyeuse animation pour un camp de guerriers qui se prépare à l'attaque. Ne vous fiez pas aux apparences, profond Furaxos. Il faut que les hommes mangent et boivent. Nul ne se bat bien s'il n'a mangé et bu. Mais un homme rassasié peut se battre tout un jour. Oh, ça ferait l'affaire d'Asti. Qui est l'homme que vous désignez sous ce nom, séduisante Malvina? Il n'est pas encore né, ingénieux Ulysse. Ah. Mais le jour viendra où les spaghettis à la bolognaise n'auront été inventés que pour lui. Vos paroles sont pour moi des énigmes, profond Furaxos. Votre science divinatoire m'éblouit. Je sens que cette Héra elle-même, qui vous a envoyé auprès d'Agamemnon pour le conseiller. Héra? La femme de Zeus, voyons, chérie. Ah oui. Elle n'aime pas les Troyens? Aurais-tu oublié que nous sommes dans le camp des Grecs? Ah, voici le messager d'Agamemnon. Soldat approche. Je suis à vos ordres, ingénieux Ulysse. Va auprès de ton maître et dis-lui qu'Ulysse voudrait le voir, toutes affaires cessantes. Ingénieux Ulysse, je sors à l'instant même de sa baraque. Ah, alors. Mon maître vénéré, le noble Agamemnon, dort. Bien mieux, il rêve. Il rêve. Il rêve tout haut. Oh. Il disait... Parfaitement, songe bienveillant. Mais oui, songe sauveur. Retourne auprès de Zeus. Dis-lui que je le remercie à genoux pour cette bonne nouvelle. Promets-lui que j'immolerai un bœuf gras de 5 ans. Malédiction, j'y suis. Donc quelle fâcheuse inspiration vient assombrir ton front, profond Furaxos. Je me souviens maintenant, et oui, on a appris ça en 2e année. La 2e année. Et avec ce professeur qui postillonnait tellement quand il déclamait l'Iliade que vous étiez obligé d'ouvrir des parapluies. Le même, Malvina. Amédée crache partout. Allez-vous me dire? Du calme, ingénieux Ulysse, du calme. Je suis là pour vous aider, pour vous éviter des difficultés monstrueuses et des monceaux de cadavres. En cette minute même, Agamemnon dort et est visité par un songe, c'est vrai. Eh bien... Seulement, c'est le songe pernicieux, celui que Zeus envoie au noble Agamemnon pour lui donner des fausses bonnes nouvelles. Prends garde, Furaxos. Ne blasphème pas Zeus, notre père. Mais puisque je vous dis que... Oh, qu'est-ce? Un cliquetis d'armes à présent. Ah, mais c'est le noble Agamemnon lui-même. Qui sont ces gens, Ulysse? Oh, noble et valeureux Agamemnon, je te présente le profond Furaxos et sa séduisante captive, Malvina. Que veulent-ils? Furaxos est un devin, comme je n'en ai encore jamais vu. Il m'a dit des choses sur mon passé qui sont d'une vérité hallucinante. Alors pourquoi douterais-je de l'avenir qu'il me prédit à moi et à nous, héros de la Grèce, guerriers intrépides? Ingénieux Ulysse, je te remercie de les avoir conduits jusqu'à moi, mais je les verrai un autre jour. Pour l'heure, nul devin ne saurait être plus grand que celui qui vient de me quitter. Qu'est-ce que j'avais dit? Mais qu'est-ce à dire, noble Agamemnon? Le grand Zeus lui-même s'est penché sur notre sort, Ulysse. Son messager vient de me visiter en songe. Bon, alors justement, à ce sujet... Et voici les paroles que le songe a glissées dans mon oreille. Une musique plus douce que la voix de la belle Hélène, la femme de mon ami Ménélas. Mais quelle parole! Tu dors, m'a-t-il dit? Ce n'est pas le moment de dormir, quand les immortels ont enfin décidé que tu t'emparerais de Troie aux larges rues. Mais oui, mais justement... Un autre jour, devin. Ulysse, aux armes! Je suis là. Fais sonner le rassemblement! Aux armes! Ah, ma petite Malvina, ça va mal aller. J'en ai la gorge sèche. Hey! Voilà! Oh, visez-moi un peu ça! Mais non, monsieur Favouille. Par pitié, mon extrapolateur. Je vous avais dit de visser les écrous avec douceur. Ah. Alors doucement, voyons. Bon. Seulement, je me permets de vous rappeler un vieux proverbe. Les chirurgiens doux font des blessures puantes. Professeur, Oui, qu'y a-t-il là-dessus? que dites, une fois que l'extrapolateur sera réparé, qu'est-ce qu'on peut faire pour que monsieur Furax et madame Malvina reviennent? Oh, mon pauvre Asti. Christo, mais vous voulez pas dire qu'il n'y a rien à faire? C'est un bâté de gigondance. Cette cervelle creuse de Favouille a brouillé toutes les cordes. Moi, c'est pas possible, on peut pas laisser monsieur Furax là où il est. Nous ne savons même pas où il est. Tout ce que je peux faire, c'est chercher au hasard. Et ça peut durer 1000 ans. Ah, maledicione. Combien? 12 327 francs. Ancien? Vous êtes fou, nouveau? Bon, gardez-les tout. Merci, mon prince.
Vite, Asbestos, les clés. Voilà, patron. Et un peu plus de zèle, sinistre hydrocéphale. Les temps sont révolus où tu assistais à mes tortures, une grimace hideuse sur ta face de rat. Quand même, monsieur Claquemuse. Je reprends les rênes et je serre la vis. Voilà ce qui arrive quand on croit pouvoir bafouer ses maîtres. Mais ouvre donc cette porte. Ben voilà, monsieur Claquemuse. Voilà. Malbout, ça va tanguer, mironton, Malbout, ça va. Oh, qu'est-ce d'accord? J'entends des voix. Ah bon? Monsieur Asti a parfaitement raison, si je peux donner cette confirmation superflue. Christ, taisez-vous. Qui est-ce? Et où est-il, votre extrapolateur, frère Claquemuse? Son extrapolateur, le misérable. Dans la cave, frère Maclouf. Venez. Christ, c'est Claquemuse. L'ignoble. Il faut se planquer, vite. Bonne mère, ça sent mauvais. Oh, pétang. J'aimerais mieux être sur la canobière. Vite, ici, derrière les caisses, là. Allez, vous me coincez. Vous n'avez pas entendu quelque chose, frère Claquemuse? Moi, rien, mais comme les frères curieux m'a percé les tympans... Oh, j'ai l'oreille fine. On aurait dit une galopade. Oh, des rats. Oui, de très gros rats, alors. Des rats comme des chats. Et voilà l'extrapolateur. Mais, qu'est-ce que c'est que ces outils-là? Ne perdons pas de temps, frère Claquemuse. Vous avez dit que vous connaissiez les coordonnées, c'est le moment de le prouver. Vous avez entendu ça, Asti? Christ, nous pourrons sauver monsieur Furax. Tout de suite, frère Maclouf. Laissez-moi d'abord mettre l'extrapolateur en route. Ah, mais bon sang, il ne fonctionne plus. C'est le moment pour moi. Favouille, restez là. Qu'est-ce que vous faites? Laissez-moi faire. Il ne fonctionne plus. Qu'est-ce que c'est que ce nouveau stratagème, frère Babu Claquemuse? Prenez garde. Le frère curieux ne s'est pas servi de tous ses instruments. Et le frère bourreau n'attend qu'un télégramme. Mais je vous jure que je ne... Bonjour, frère Babu Macloufon. Bonjour, frère Babu Claquemufon. Oh, ça. Oh, chaud, Asbestos. Oh, Gigondas. Favouille. Gigondas favouille. Je vous disais bien que les rats étaient très gros dans cette cave. Gigondas favouille, pour vous servir. Toujours là quand il le faut, dites. Mais qu'est-ce que vous faites là? Je vous attendais. Vous êtes seul, frère Babu favouille? Eh bien, c'est-à-dire, ça dépend, oui et non. C'est comme, qui dirait, une question d'argent, quoi. Oh. Mais pas grand-chose, hein, dites. Une petite piècette de 20, 10, 20, 15 francs, ça fera l'affaire. Hein. Oh, Christ. Écoutez. Un rat qui parle. Va voir, Asbestos. Ouais, d'accord, patron. Eh, sortez de là, vous autres. Et vite, hein, sinon je descends tout le monde. Allez. Asti, le professeur a dit petit, philodendron. Mais qu'est-ce que ça signifie? Oh, c'est simple, frère Claquemuse. Le frère mineur Gigondas Favouille est un traître. Et en tant que traître, il doit mourir. Dites-on. Doucement, frère Maclouf. Soyez-le bien, Asbestos. Je vais lui enfoncer la dague. Non. Oh, pitié, bonne mère. Pitié, dites-donc, je ferai tout ce que vous voudrez. Aïe. Vous sentez la pointe, frère Babu mineur. Qui avez-vous encore envie de trahir maintenant? Oh, mais qui vous voudrez? Vous, moi, tout le monde. Je ne peux pas voir ça. Eh, Christ, il l'a mérité. Ce doit être une sensation très désagréable. Regarde, Asbestos, et prends-en de la graine. Ouais, mais il pousse le frère Maclouf. Il est encore plus méchant que moi. Encore 2 centimètres, frère Gigondas. Aïe. Retirez là, je vous dirai ce que le grand Babu, il m'a dit. Même en mourant, il trahit encore. C'est un cas. Il est mort. Et n'en parlons plus. Il y a d'autres choses beaucoup plus importantes. Et je suppose que vous voulez revoir Furax. C'est Christo, bien sûr. Alors, professeur, réparez l'extrapolateur. Non, attendez un peu. Qui nous dit que vous ferez revenir Furax? Parce que je veux faire revenir mon fils Alexis qui s'est enfui avec une petite... Passons. Et comme Furax et Malvinas se trouvent au même endroit, tout le monde reviendra en même temps. Bon, je vais discuter un instant avec mes amis. Faites. Dites, professeur, mais Claquemuse, il est armé là jusqu'aux dents, non?
Quand Furax y reviendra, son compte il sera bon. Claquemuf, il sait pas que Gigondas Favouille avait tripoté l'extrapolateur après le départ de Furax. Alors il me vient une idée. Tenez, laissez-moi faire. Alors, Asti? Vous pouvez faire revenir Alexis et la petite, mais pas Furax. Parce que Gigondas, il avait changé les coordonnées entre les deux départs, mais pas après. Vous savez bien que c'était un traître, non? Christo. La situation est claire. Alexis est déjà à 3 et je dois les rejoindre au plus tôt. Tels sont les ordres du grand Babu? Nous obligerons Hardy Petit à réparer l'extrapolateur. Je mets les coordonnées de temps et d'espace en place et je pars. Après quoi, vous et Asbestos liquidez tous les témoins de cette scène. Oui, c'est-à-dire Asti Spumante et ce napolitain vantard, le vieux professeur Gaga et Philodendron, ce serviteur dont la fidélité m'écoeure. Vous avez admirablement suivi ma pensée. Ce sera avec joie. Et habileté suprême, avantage inestimable. Plus personne ne pourra jamais faire revenir Furax et Malvina. Nous en serons débarrassés à tout jamais, frère Maclouf. C'est merveilleux. Oh, regardez, ils discutent, eux aussi. Christo, faites attention, professeur. Dites-leur que pour l'envoi dans le temps et l'espace, la réparation ne sera pas longue, mais que pour le retour, c'est une autre paire de manches. J'aurais une proposition à vous faire. J'ai hâte de revoir mon fils. Vous réparez l'extrapolateur, professeur, je rappelle mon fils et cette jeune aventurière dont je vais me débarrasser, après quoi je repars immédiatement avec Alexis. Ah, oui, mais voilà, il n'y a qu'une seule partie de mon extrapolateur que je pourrais réparer vite. Et laquelle? Celle qui sert à projeter. Et l'autre, les retours? Il manque plusieurs pièces. Il faudra des jours, peut-être des semaines et même des mois pour que ça soit au point. Eh bien, tant pis. Je partirai et réglerai cette affaire là-bas. Vous aurez ensuite tout le temps de réparer le retour pour faire revenir Furax. Si, mais le frère Maclouf et Asbestos, qu'est-ce qu'ils deviennent? Ils partiront avec moi. Au travail, professeur. Oh, je suis exténuée, mais on dirait que j'ai marché pendant des jours, des jours. Après un voyage de 3000 ans à travers le temps et l'espace, c'est normal, mon amour. Mais il est bon que nous ayons cette apparence malheureuse. N'oublie pas que nous allons nous présenter comme des mendiants. Mais crois-tu qu'ils nous laisseront entrer? Crois-tu qu'ils nous donneront à boire, à manger? L'hospitalité aux mendiants est un devoir sacré, ce n'est pas comme chez nous. Qu'est-ce que c'est? Ça vient du camp des Grecs. Viens, ma chérie, fais confiance à ton compagnon. Mais crois-tu vraiment que ton père, Monsieur Claquemuf, réussira à nous rejoindre ici? C'est une certitude aussi. Pour apaiser sa colère, faut-il que je puisse lui donner de grandes raisons de satisfaction. Et que veux-tu faire? Pénétrer dans cette ville, parcourir de toutes parts, reconnaître chaque rue, chaque ruelle, chaque palais. Ainsi, quand mon père arrivera, un grand travail sera fait. Car le plan de la ville de Troie ne figure pas dans l'Iliade, ne l'oublie pas. L'Iliade? Mais qu'est-ce que c'est? C'est un chant magnifique qui a été écrit par un certain Homère. Oh, ce que tu es savant, mon amour. Je sais tout, ma petite. Oh, mais pourquoi se battent-ils comme ça? Pour une femme. Pour une femme? Oh, la pauvre. Non, elle n'est pas à plaindre, elle est la plus belle de toutes. D'ailleurs, à y regarder de près, les guerres se font toujours pour une femme, même chez nous, et pas toujours la plus belle, il s'en faut. Mais comment s'appelle-t-elle? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'appelle Hélène. Elle était mariée avec Ménélas, un grec. Seulement un jour, elle est partie avec Paris, un prince troyen. Et il est beau, Paris? Il paraît. Il faut se mettre à sa place. S'il est aussi beau que toi, je lui donne pas tort à Hélène. Tu es gentille, enfin, pour le moment. Et alors? Eh bien, ça ne lui a pas plu à Ménélas, et il est revenu avec tous ses amis que tu vois là-bas pour récupérer sa femme. Il y a 9 ans que ça dure, et le sourire d'Hélène a déjà fait 10 000 veuves. Mais nous voilà devant la porte de Ché, si je ne me trompe. Halte là, on ne passe pas. Noble seigneur, nous aimerions être accueillis dans Troie, la bienveillante. Qui êtes-vous? Je me nomme Alexis, et voici Barnabéa, ma tendre compagne. D'où venez-vous? De très loin, d'au-delà des monts où le tonnerre des dieux résonne dans les vallées. Passez. Présentez-vous là-bas au corps de garde. Vous y trouverez à manger et à boire. Et si l'on vous reconnaît innocent de tous les 5 criminels, on vous indiquera un gîte. Merci, valeureux défenseur. Mais qu'est-ce qui se passe? Tout le monde court vers les remparts. Je crois que nous sommes arrivés juste à temps. Oh là là, viens! Viens par ici, Malvina. Essaye de trouver une petite place. Oh, quelle agitation! Mes amis! Écoutez notre roi. Mes amis, héros de la Grèce, bientôt la ville du roi Priam succombera, prise et détruite par nos bras. Cela ne saurait tarder un jour de plus. Mais d'abord,
allez au repos, et préparez-vous au combat. Aiguisez vos lances, ajustez vos boucliers, donnez à manger à vos chevaux, et veillez à ce que vos chars soient prêts pour l'action, car ce sera une rude journée. Ah ça oui, Malvina, pour être rude, elle sera rude. Comment tu le sais? Évidemment, je me souviens de l'Iliade. Nous combattrons sans trêve, jusqu'à ce que la sueur fasse coller le baudrier sur votre poitrine, et que votre main se lasse du javelot. Mort aux Troyens! Mort aux Troyens! Viens, ma petite Malvina, viens. Le moment est venu pour nous de nous mettre à l'abri, car il va se passer de drôles de choses. Agamemnon, grand roi, après le merveilleux songe que tu fis cette nuit, il convient de consacrer une offrande à Zeus. Le dieu saura ainsi ta reconnaissance. Tu as raison, vénérable prêtre. Plus on donne, et plus on est considéré. Que dois-je offrir à Zeus pour me le rendre définitivement favorable? Quel animal égorgé de ma main, tout palpitant et sanglant encore, dois-je déposer sur l'autel? Agamemnon, mon fils, Zeus, tu le sais, aime les jolies femmes, et dans une circonstance aussi extraordinaire que celle-ci, il lui serait sans doute agréable... Quoi donc? Parle! Que tu immolasses une personne du beau sexe. Tu as dit une femme? Oui, une femme. Une belle femme encore, dit. Mais c'est inconcevable. Nous, les Grecs, nous, les ancêtres de la future civilisation, nous ne pouvons pas nous permettre de ternir notre réputation pour 2 ou 3 000 ans. Qu'importe, Agamemnon! Nos descendants verront bien d'autres. Interroge le devin Furaxos, cet étranger qui prétend à tout savoir. Il te confirmera mes paroles. Où est-il? Il est là, n'est-ce pas, Furaxos? Approche, Furaxos, et parle sans phare. C'est ça, je vais vous parler en code. Hélas, ce n'est que trop vrai, grand roi. D'ici à 3000 ans, la vie d'un homme ou d'une femme ne comptera guère plus qu'aujourd'hui. Je te le disais bien, Agamemnon. La vie d'une femme, fadaise, broutille, négligeable, petite chose. Mais le soleil monte au-dessus de nos têtes. Il est temps d'accomplir ton devoir avant de jeter dans le combat tes lances et tes javelots. Pour la grâce, pour la victoire, pour le plaisir de Zeus, une femme doit périr. Ah, mais tu me forces la main, grand prêtre. Oui. Mais as-tu seulement songé que dans notre camp militaire, il n'y a que des hommes? Erreur, mon fils, erreur. Il y a celle-là. Malvina! Comment? C'est dommage, c'est pas mal, hein? Oui, j'ai nommé l'esclave de Furaxos. Fufu, mon Dieu, je suis perdu. Non, mon petit, ne crains rien, ils ne t'auront pas. Allons, femme, as-tu entendu? Obéis à la volonté divine. Quant à toi, Agamemnon, recueille-toi tandis que j'affûte le coutelas du sacrilège. Soldats! Amenez au pied de l'autel l'impure Malvina désignée par le sort. Silence! J'ai dit silence! Roi puissant, toi, Ménélas, et toi, Agamemnon, vous tous, soldats grecs intrépides, écoutez-moi! Silence! Laissez parler Furaxos! Moi! Furaxos, sage profond et savant incomparable, je le dis à la face du ciel, votre grand prêtre ment! C'est un escroc, un paltaquet, et un sale petit jaloux. J'ai fort bien vu, depuis mon arrivée ici, oui, je les ai vus, les regards ignobles de ce lâche vieillard. Il convoitait Malvina! Oui, c'est vrai. Mais je suis à toi, Furaxos. Je sais, Malvina, je sais, c'est pour ça que je t'aime, mon petit. Mais ce dégoûtant, ce fourbe, cet abject n'aura pas la femme de ma vie. Non, il ne l'aura pas. Et il a décidé de la faire mourir. Il est gonflé, Furaxos, alors. Il en Furaxos, malheureux. Oui. Sais-tu bien que tu commets un sacrilège épouvantable? Faites-le taire! Il va déchaîner le courroux céleste! C'est insoutenable! Moi, injurieux de la sorte, moi! Non, je ne me tairai pas! Il est sorti de ses gonds. Et ce n'est pas un sacrilège que je commets en perçant à jour ce prêtre indigne. Que dit-il? Je vous rends service, valeureux grec, et je vais faire davantage encore. Je vais te prouver, Agamemnon, que mes pouvoirs sont plus grands que ceux de ce magicien de foire. En garde! On ne se moque pas d'Agamemnon
Impunément. Je le sais, roi généreux. Et c'est pourquoi je demande qu'on nous fasse subir à ce prêtre en papier mâché, à ce suborneur, et à moi, il n'y a pas de, et à moi-même, l'épreuve du pouvoir suprême. Oh! Mais que va-t-il donc faire? Que veux-tu dire? Ceci. La foudre de Zeus va nous juger que le grand prêtre invoque les dieux à son secours. De mon côté, je vais faire de même, et je prédis que le feu du ciel nous départagera. Le feu du ciel. Soit. Es-tu d'accord, grand prêtre? Le feu du ciel. Laissez-moi rire. Ainsi fais-je. À d'autres, j'accepte Agamemnon, mais j'exige que s'il ne se passe rien, Furaxos soit mis à mort avec sa captive. Acceptez. Oh! Elle est drôlement gonflée. Soit. Restez l'un et l'autre où vous êtes. À mon signal, vous commencerez vos invocations. Prêt? Le prêtre est prêt. Prêt. Messieurs, faites vos jeux. 1, 2, 3, partez. Attendez. Je ne crains rien, et pour vous montrer ma force... Ma force... Je concède un handicap de 10 secondes à mon misérable adversaire. Bravo! Fort bien! C'est très sport. Fort bien, tu es courageux en effet, Furaxos. Vas-y, grand prêtre. Abraxas, 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 Dieu de l'Olympe et toi, grand Zeus, réduisez en chipolatas ce prétentieux en moins de deux. Débarrassez-moi de Furaxos, sitôt dit, aussitôt fait. Je le veux. Terminé. À toi, Furaxos. À moi. Eh bien, voilà. Oh, mais qu'est-ce? Le grand prêtre est tombé! Il est tombé! Vous avez vu? Oh, vous avez vu? Le feu a jailli de la main de Furaxos! Zeus a parlé, Zeus est avec Furaxos. Agamemnon, le grand prêtre est mort. Le feu de Furaxos lui a déchiré la poitrine. Mais Fufu, tu t'es donc armé? Oui, Malvina, c'est une précaution qui nous a sauvé la vie. Tu le sais bien, où que j'aille, j'ai toujours mon 22 longs rifles sur l'aisselle. C'est un miracle. Vive Furaxos! Vive Silence! Silence! Furaxos, tu avais raison. Ce grand prêtre-là ne valait rien. À partir d'aujourd'hui, je te fais entière confiance. Parle! Tu seras écouté. Dis-moi comment je dois préparer la bataille. Merci, Agamemnon. Merci, je suis confus. Mais voici ce qu'il faut faire. Oh, Edmond. Oh, Furax, mon lion, mon puma, ma bête féroce. Comme tu étais beau tout à l'heure quand tu as vidé ton chargeur sur le grand prêtre. Oui, je sais, Malvina, et c'est pour ça que... Enfin, passons. Il faut maintenant que j'explique au roi Agamemnon ce qui va arriver au cours de la bataille. Oh, c'est vrai, tu es devenu devin. Oui, mais l'ennui, c'est que je sais pas l'Iliade par cœur, moi. Tu penses depuis le temps où j'étais au lycée? Oui. Alors que vas-tu faire, mon amour? Que veux-tu? Si j'ai des trous de mémoire, j'inventerai. L'essentiel, c'est de survivre. Nos amis de 1960 finiront bien par trouver le moyen de nous faire revenir. Oui, espérons-le. Oh, bien sûr. Vous l'ai dit, Claquemuf, le retour de Furax et de Malvina est impossible pour le moment. Oui, je sais, professeur Hardy Petit, la réparation provisoire que vous venez de faire permet le départ, mais non le retour. C'est ça. Le retour ne sera pas possible avant plusieurs semaines. Il faut faire venir certaines pièces d'Amérique, d'autres du Japon, sans compter... Quoi donc? Mais les essais, monsieur Maclouf. Un appareil comme l'extrapolateur de densité ne se remet pas en route comme une motocyclette. Eh bien, c'est sans importance. En verras-tu des pouvoirs qui me sont conférés par le grand Babu? Voici ce que je décide. Premièrement, Claquemuf et Asbestos partent immédiatement. Laissez-moi emporter une brosse à dents, monsieur Maclou. Inutile Asbestos, dans l'Antiquité, on ne se lave presque jamais. Ensuite, frère Maclouf. Une fois sur place, Claquemuf,
vous récupérez Alexis et Barnabéa, et vous prenez la disposition propre à assurer notre victoire, puis notre mainmise sur Troie. Ce sera fait. Je vais mériter de nouveau l'estime du grand Non, Babu. mais et nous alors, qu'on va rester là comme ça autour de ce strabolador? C'est de la confination, si je puis me permettre une constatation d'hygiène élémentaire, et dans une cave encore. Peu importe. Vous restez ici, sous ma surveillance, jusqu'à la fin des réparations. Allons, Claquemuf, Asbestos, en place. Mettez-vous entre les deux écrans vecteurs. Hardy petit, préparez-vous. Mais, Maclouf, comment vous donnerai-je de mes nouvelles? Et comment recevrai-je des vôtres? N'ayez crainte, en temps utile, les forces Babu vous rejoindront pour vous prêter main forte. Troie ne va pas tomber d'un jour à l'autre. Moi aussi, je connais l'Iliade, que diable. C'est vrai, ça. Alors, vous êtes prêts, Claquemuf? Je vais mettre le contact. Au revoir, Claquemuf. Et bon courage. Allez, allez en voiture. Et voilà, parti. Et au plaisir de ne jamais vous revoir, Claquemuf. Que voulez-vous dire, professeur? Ce que je veux dire. Soyez prudent, professeur. Prenez garde, n'en dites pas trop. Oh, je voulais seulement dire qu'en arrivant à Troyes... Oui, eh bien... Claquemuf risque d'avoir une fameuse surprise. Mais que se passe-t-il? Mais pourquoi tous ces gens courent-ils? Mais où vont-ils? Tout à l'heure encore, ils paraissaient si calmes. Ah, ma chérie, il se prépare de grandes choses dont le souvenir retentira dans les siècles à venir. Des choses, des événements dont nous serons peut-être les bénéficiaires. Mais je crains... Mais quoi donc, mon ange? Je crains qu'à nous deux, nous n'ayons bien du mal à réaliser mes projets. Il nous faudrait du renfort. Et vous disiez que votre père... Oui, bien sûr, mais Dieu sait quand il arrivera. Ah, attention, attention, voici les chevaliers du guet. N'oubliez pas que vous êtes aveugle, Barnabéa. Oui. Ferme les yeux et tendez les mains. Là, s'ils nous ramassent, nous sommes perdus. Voilà. La charité, monsieur, dame. La charité, s'il vous plaît, pour une pauvre aveugle. La charité. La charité, monsieur. Depuis qu'Hector a repris la situation en main, ça ne plaisante plus dans Troyes, hein? Oh, nous ne sommes pas les seuls à craindre la police. Envoyez Alexis là-bas. Ah oui, des confrères, des mendiants. Oh. Parlez, mes amis, parlez, nous ne vous ferons pas de mal. Quel langage est le vôtre? Mais oui, parlez, dites-nous qui vous êtes. Chaviro, Otantachat. Ciel, un babu. Chami, Pataro. Oui, Rogria, Patacha, Alexis. Oh, bon papa, quelle joie. Oh père, comme je suis heureux de vous revoir, mais... Depuis quand êtes-vous à Troyes? 5 à 6 minutes, mon garçon. Pour l'instant, Alexis, nous devons nous préparer à agir. Tu sais que ton départ improvisé a failli me coûter la vie. Ouais, ça c'est vrai, monsieur Alexis. C'était affreux. Les babus voulaient le tuer. Oui, à cause de toi, j'ai souffert des tortures atroces. Et ma vie n'a tenu qu'un fil. Enfin, passons. En attendant, Alexis, fais-moi ton rapport. Eh bien voilà, père. Aujourd'hui même, les Grecs et les Troyens doivent se livrer bataille hors de la cité dans la plaine du Xanthe. Et alors? Alors... Rappelez-vous l'Iliade. La bataille devait avoir lieu, mais... Mais quoi, Alexis? Allons vers le palais, c'est là que vont aboutir mes projets. Je vous expliquerai en route. Venez. Déjà, dans le camp des Grecs, le cliquetis des armes retentit sous les rayons ardents que déverse Apollon, ou si vous préférez Phébus, ou mieux encore le soleil, les rois rangent leurs troupes. Sur sa monture, Agamemnon caracole. Ici, il vérifie une cuirasse, là une pointe de lance, là un lacet de sandales. Ah, c'est qu'il a l'œil à tout. À son côté, sur un fringant coursier, le devin Furaxos. Agamemnon, grand roi, je te le répète, tu perds ton temps, tu te fatigues inutilement, cette bataille n'aura pas lieu. Mais tu es fou, Furaxos. Vois là-bas ce tumulte aux portes de la ville. Les soldats troyens sortent en flot compact. Vois-les se diriger en bon ordre vers la butte, d'où ils s'élanceront contre nous. L'heure est venue, Furaxos. Ménélas! Oui? Tes hommes sont-ils prêts, mon pauvre ami? Oui, et ceux de nos alliés aussi. Ah, Agamemnon, je la tiens enfin à ma vengeance. Pour le mari bafoué que je suis, l'heure de la justice a sonné. Fort bien. Mets ton casque à cornes, Ménélas. Je vais faire sonner la charge.
côté des Troyens, la vaillance, l'ardeur belliqueuse, soudainement réveillée par Hector, ne sont pas moins violentes. Et le premier de tous, le beau, le sublime, le divin Paris, revendique l'honneur de marcher à la tête des troupes. C'est lui la cause de cette guerre. Il a ravi la femme de Ménélas, la ravissante Hélène. Et après tout, il est bien normal que Paris paye de sa personne. Mais voici, le destin va parler. Ah, quoi, voyons, où est le chroniqueur royal? J'avais demandé qu'on me l'amène. Où est-il? Il arrive, roi Priam. Ah, bon. Alors, apportez-moi un fauteuil, là, sur le rempart. Je veux tout voir, moi, je veux tout voir. Voilà, bon roi, voilà. Et une couverture et une chaufferette pour vos petits petons. Bon. Salut à toi, Priam. Bonjour. Je suis à tes ordres. Ah, te voilà, chroniqueur. Approche. Toi qui as de bons yeux et la langue vive, tu vas me décrire tout. Tout. Tu m'entends? Au fur et à mesure. Je te raconterai le moindre détail comme si tu étais. C'est mon métier. Alors, que se passe-t-il? Quels sont ces bruits? Parle! Eh bien, mon cher auditeur, je vois devant moi, sous un soleil véritablement caniculaire, se précipiter au pas de course les deux armées adverses. D'ici quelques instants, nous allons assister à un carnage épouvantable, une tuerie, une boucherie. Ah, mon cher auditeur, comme c'est exaltant. Mais... Quoi? Que se passe-t-il à présent? Parle encore, tu sais bien que je bois mal. Eh bien, tout d'un coup, les deux armées se sont arrêtées. Et alors? Alors ton fils, le divin Paris, s'avance, seul, tout seul, à la rencontre des Grecs. Ma dites, professeur, qu'est-ce qu'on va faire? Vous avez raconté à Maclouf qu'il faudrait plusieurs semaines pour remettre en état la marche arrière de l'extrapolateur, mais c'est pas vrai. Non, ça n'est pas vrai. La marche avant, position départ, et la marche arrière, position retour, sont commandées par la même manette, le réintégrateur de dimension. Nous avons intérêt à gagner le plus de temps possible. Comment? Vous voulez laisser Furax et Madame Malvina là-bas, dans Stasi Minor, sans confort, sans la salle de bain, au milieu des étrangers, mais ils courent peut-être le danger? Écoutez, Asti, nous ne savons pas du tout si Furax a envie de revenir tout de suite. Et mon génie de vieux savant me dit que grâce à nous, Furax va peut-être réussir une opération sans précédent dans l'histoire. Mais quelle opération, professeur? Attendez. Philodendron! Oui, professeur. Maclouf n'est pas en vue? Non, il est allé chercher de la nourriture et une caisse de Carperier. Je l'entendrai quand il rentrera, soyez sans crainte, je veille. Eh bien, Asti, au lieu de faire revenir bêtement Furax à un moment peut-être inopportun... Si, professeur. Nous allons entrer en communication avec lui et prendre directement les instructions. Ah non, vous plaisantez. À 3000 ans de distance, vous allez lui causer à M. Furax comme si ça serait la radio? Parfaitement. Oubliez-vous, Asti, que cet extrapolateur, c'est moi qui l'ai inventé, conçu, réalisé de A à Z. Oh que non, je l'oublie pas, même qu'il nous a occasionné assez d'ennuis comme ça. Eh bien, mon cerveau fécond a enfanté un autre appareil tout aussi merveilleux, véritablement extraordinaire. Ah oui? Et qu'est-ce que c'est cet appareil? Je l'ai baptisé le biglotron. Et ça sert à quoi exactement, ce biglotron? Vous savez ce que c'est. Les découvertes se font progressivement. En fait, dans les débuts, le biglotron était modestement destiné à battre les œufs en neige. Il faut vous dire que j'adore les meringues. Après un premier perfectionnement, je m'en suis servi pour la mayonnaise, puis de fil en aiguille et de perfectionnement en perfectionnement, j'ai fignolé, j'ai ajouté des dispositifs. Tout de même, c'est magnifique, la science. Et j'ai pu utiliser le biglotron à rincer la vaisselle, à astiquer les cuivres, puis à cirer le parquet, que sais-je. Tenez, à ouvrir les huiles. Pas possible, professeur. Si, Asti, mais si. Mais dites, le principe de cet appareil, tout de même, qu'est-ce que c'est? Eh bien, à vrai dire, il n'en a pas. C'est ce qui fait sa force. Le biglotron peut servir à tout et à rien. Et pratiquement, il est indescriptible. C'est ce qui le rend absolument unique. Qu'en parlez-vous? Mais alors, qu'est-ce qui vous fait croire que cette espèce de moulin à légumes, ce robot, il va vous permettre de communiquer avec M. Furax? Asti, vous êtes d'un scepticisme qui me navre. Simple question d'étude, de calcul. Les résultats déjà obtenus me donnent la certitude que nous réussirons. Moi, je demande qu'à vous croire, professeur. Mais le biglotron, il est chez vous, à l'Institut d'électronique.
Et Philodendron, vous et moi, on est enfermés tous les trois dans cette cave. Professeur, Spasti, attention. Voilà Maclouche, il revient. Alors, attention. Ah, si, laissez-moi faire. Vrai comme je vous vois, je vous promets que Maclouf va nous remettre en liberté provisoire. Mais revenons 3000 ans en arrière. Il faut avouer, et je l'avoue, que la situation de Furax et de Claquemuf est bizarre. Projetés tous deux dans l'Antiquité, à quelques centaines de mètres l'un de l'autre, ils ignorent l'un que l'autre est là et l'autre que l'un n'est pas loin. Mais que mijote l'ignoble Claquemuf, ou plutôt son digne fils Alexis, qui m'a tout l'air d'avoir une idée derrière la tête. Tenez, père, venez, avancez furtivement, il ne faut pas qu'on nous voie. Barnabéa, donnez-moi la main. Mais pourquoi, chérie, tu me dis plus tu? Pourquoi me dis-tu vous depuis hier? Mais tu ne m'aimes plus. Mais si, ma belle, je te dis vous par respect pour papa, voyons. Oh, celle-là, c'est pleurnicherie, elle va nous faire repérer. Les bonnes femmes, on devrait jamais les mettre sur les coups délicats. Tais-toi donc, Asbestos, crétin de tous les temps. Avant 1 heure, Barnabéa sera pour nous la plus précieuse des femmes. Tu as dit précieuse, Alexis. Pour toi, peut-être. Et pour vous aussi, père. Mais nous voici arrivés à la poterne basse du palais du roi Priam. Allons, entrons vite. Par chance, le palais est vide, les soldats sont à la bataille, le roi sur les remparts. Nous allons pouvoir agir. Alexis, vas-tu te décider à m'expliquer? Tout à l'heure, père, tout à l'heure. Pour l'instant, nous n'avons pas une minute à perdre. Écoutez, vous entendez? Non. Ah, ma foi, non. Mais si, tenez. Oh, à ce coup-ci, ça y est, j'ai entendu. Ah, oui. Oui, en effet, oui, c'est une femme qui pleure, qui gémit. Mais qui est-ce? C'est la belle Hélène, la femme de Ménélas, enlevée par Paris. Elle sanglote, elle se lamente. Et pourquoi? Les remords, père. Elle est la cause de cette guerre atroce et interminable. Et maintenant que le prince Paris, son amour, est là-bas dans la plaine parmi les combattants, s'il meurt, elle aura tout perdu. Mais en quoi cette ridicule petite histoire d'amour ne regarde-t-elle, mon fils? En ceci, père, pour que nous devenions maîtres de Troie, pour que les Babus aient bientôt la victoire que les Troyens sont incapables de remporter, il faut que la belle Hélène disparaisse. C'est quoi, Alexis? Vous n'allez pas vous attaquer à une femme? Ah, on voit que vous ne me connaissez pas encore tout à fait, frêle et honnête Barnabéa. Le devoir d'abord. Vous m'effrayez, Alexis. Oui, je sais. Et c'est pour ça que vous m'aimez, mon petit. Tu me plais, Alexis, mon enfant. Ton mal courage m'enthousiasme. Mais faut-il vraiment que nous nous encombrions d'une femme encore? C'est indispensable pour que Barnabéa et moi jouions les rôles que je nous ai choisis. Asbestos. Ouais, tu as l'écrit? Pendant que nous attendons ici dans le couloir, tu vas pénétrer dans la chambre d'Hélène. Ouais. Tu la réduis au silence. Ah, je la bute? Non, tu la mets en sommeil. À vue, après. Après, ne t'occupe pas. Tu reviens nous avertir et nous agissons. Va. Tac. Mylène! Ma princesse, on peut entrer? C'est l'employé du gaz! Oui! Tu claques plus, je suis Alexis, ça y est. Elle est dans la vapeur, la belle Hélène. Une clé au callback, un coup de poing sur la nuque, et hop, enlevé, c'est pesé. Oh, quelle horreur! Ouais, faut ce qu'il faut, mademoiselle Barnabéa. C'est évident, si les tueurs faisaient du sentiment, où irions-nous? Ah non, tu as bien travaillé, Asbestos. Mais dites, patron, et le corps, qu'est-ce qu'on en fait? Le corps? Ah, c'est juste. Alexis. Enferme la belle Hélène dans le placard de la chambre, Asbestos. Nous nous en occuperons plus tard. Elle en a pour plusieurs heures avant de se réveiller. Bon, j'y vais. Et maintenant, que devons-nous faire, Alexis? Ceci exactement, Barnabéa. Oui. Allez dans la chambre avec Asbestos. Oui. Déshabillez la princesse Hélène. La déshabiller? Ensuite? Ensuite, vous vous coifferez exactement comme elle. Vous revêtirez ses vêtements. Oui. Et vous m'attendrez. Je ne tarderai pas à vous rejoindre. Oh, quelle joie! Oh, j'ai cours, mon ami. Ah, encore un mot. N'oubliez pas, surtout, il y va de notre réussite et de notre salut, que vous vous appelez désormais Hélène. Hélène? Oui, Hélène de Troie, ex-femme de Ménélas, devenue par la force des choses la femme de Paris, fils de Priam. Et moi, ne l'oubliez pas non plus. Eh bien, je suis Paris, ou du moins je le serai bientôt. À tout de suite, Hélène. Voici donc une nouvelle machination ourdie par Alexis et bien étrange, oui, étrange. Que signifie cette substitution de personnes? À quel abus de confiance cela va-t-il nous mener? Je me demande si Zeus se doute de quelque chose.
J'ai compris ton dessein, Alexis. Ton affaire est puissamment montée, et mon cœur de père en frémit d'aise, mais... Oui, père? N'oublie pas que nous sommes dans l'Antiquité. Je le sais bien, par Zeus, mais que voulez-vous dire? Par Zeus, précisément. Tu connais l'Iliade par cœur, c'est évident, et la petite mise en scène repose entièrement sur des événements dont tu connais d'avance le déroulement. Parfaitement. Eh bien, nous vivons dans les temps des Grecs et des Troyens, et ne crains-tu pas que les dieux... Ah, je vous devine, père. Vous vous demandez si Zeus et les autres dieux, irrités de notre façon d'arranger l'histoire et de les contrarier, ne vont pas aller à la traverse de nos projets, et s'ils ne vont pas nous châtier. Voilà, c'est ça, Alexis. Songe-y, les dieux contre nous. Il ne manquerait plus que ça. Les hommes, ce n'est rien, mais les dieux, mon fils... Eh bien, mes profondes connaissances de physique et de métaphysique me permettent de vous l'affirmer. Nous ne risquons absolument rien. Crois-tu? Mais oui, j'en suis sûr. Nous ne sommes pas vraiment des hommes du temps de la guerre de Troie, nous sommes simplement extrapolés, comprenez-vous? Oui, Notre âme, notre moi véritable vit toujours en 1960, et les dieux de l'Olympe ne peuvent rien sur nous pour la bonne et rigoureuse raison qu'en 1960, les dieux de l'Olympe sont morts depuis longtemps. Effectivement, c'est irréfutable, il suffisait d'y penser. Donc, père, il ne nous reste plus qu'à attendre la suite de la bataille. À présent, Barnabéa doit avoir fini de s'habiller, je veux dire, Hélène. Allons la rejoindre dans sa chambre. Malvina, je suis dégoûté. Mais pourquoi, Furax? Je fais des efforts surhumains pour jouer un rôle de premier plan, j'abats le grand prêtre d'une rafale de mitraillettes, enfin je me donne à fond. Le grand jeu, quoi. Et Agamemnon n'écoute même pas mes conseils. Je me tue à lui répéter que cette bataille n'aura pas lieu. Il ne me croit pas. De quoi ai-je l'air, moi, à la fin? Mais voyons, Fufu, ne te bute pas. Ces Grecs sont des ignorants, mais ils sont pleins de bonne volonté. Ils finiront bien par reconnaître que le profond devin Furaxos ne se trompe jamais. Mais qu'est-ce ceci? Regarde, Edmond! C'est Ménélas! Il lève sa lance de bronze! Il va parler! Silence! Soldatesque! Silence! Écoutez le malheureux et fier Ménélas! Et vous aussi, Troyens qui me faites face! Et toi aussi! Toi surtout, Paris! Suborneur! Voleur de femmes! Ferment de ruines et de deuil! Dites donc, monsieur, soyez poli, s'il vous plaît. Poli! Un chacal! Bête puante! Racaille! Tu étais poli et bien élevé, peut-être, quand tu es venu sur ton bateau, enlever ma femme. Hein? Si vous le prenez sur ce ton, je me plaindrai à mon frère Hector. Hector! Il y a ce sale type qui fait rien que me dire des injures. Hector! Quoi, Paris? Redouterais-tu d'affronter Ménélas? Si tu crains ces paroles, que sera-ce tout à l'heure quand il se jettera sur toi, sa lance pointée vers ta poitrine? Oh non, pas ça, je veux pas, mon petit Hector! Quoi, Paris, mon frère? Le fils du noble roi Priam serait-il assez lâche pour déshonorer sa famille devant deux armées assemblées? Ah, Paris de malheur, pourquoi donc es-tu né? Pourquoi n'es-tu pas mort avant d'avoir pris femme? Ah, ils vont bien rire, les Grecs, qui t'ont cru un héros sur la foi de tes belles manières. Et Hélène, elle sera fière de toi, Hélène. Tiens, tu n'as donc pas le courage d'affronter l'homme que tu as offensé? Ah tiens, c'est nous-mêmes, les Troyens, qui devrions mettre fin à ta funeste vie. Oui, hélas, tu as raison, Hector. Eh bien, je ne faillirai pas. Je vais donc me battre contre Ménélas. Et voilà nos trois amis ravis de quitter enfin cette cave, rentrant à l'institut d'électronique où Basse-Gonzard, l'assistant du professeur Hardy Petit, commençait à s'inquiéter. Ah, vous voilà, professeur Hardy Petit. Dites-moi pour le... Oh, pas de question, Basse-Gonzard, je vous en prie, mon garçon. L'heure est grave. Toute affaire cessante, donnez-moi le biglotron. Attendez, où est-il? Oui, où est-ce qu'il est, ce biglotron? Qu'on voit un peu de quoi il a l'air. Mais attendez, il doit être dans le coin, là-dessous. Quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Là, sous ce tas de ferraille? Ah, mais vous savez, il ne marche plus. Comment, misérable saboteur, vous l'avez démoli? Mais je l'ai pas fait exprès, professeur. Oh. Mais alors, professeur, qu'est-ce qu'on va faire si le biglotron il est cassé? Mon ami, Philodendron et vous m'aiderez. Une seule solution. Nous allons d'urgence en fabriquer un autre. Avec ce biglotron démantelé bêtement par le stupide Basse-Gonzard, ce n'est pas demain ni même après-demain que le professeur Hardy Petit pourra entrer en communication avec son ami Furax par-delà 3000 ans de l'histoire du monde. Non, certes, mais revenons 3000 ans en arrière. Oui, Hector, mon frère, tu as raison. Moi, Paris, je n'ai pas le droit d'être un lâche malgré la peur qui agite ma carcasse.
et je vais combattre Ménélas. Ah, Mais auparavant, laisse-moi lui parler. Bien parlé. Ménélas, mari vindicatif, notre querelle a déjà fait couler assez de sang innocent. Alors écoute ma proposition et réponds-moi. Entre les deux armées, nous allons nous affronter. Hélène, la belle Hélène que nous aimons l'un et l'autre, sera l'enjeu du combat. Celui de nous deux qui sortira vainqueur recevra l'épouse et tous les autres pourront enfin avoir la paix. Ces paroles te rachètent à mes yeux, mon frère. Qu'en dis-tu, Ménélas? L'un de nous doit mourir, c'est certain. Que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Vive le meilleur. Alexis, vous êtes sûr que tout se passera comme vous l'avez prévu? Mais oui, tenez, de la fenêtre, je vois le champ de bataille. Ulysse pour les Grecs et Hector pour les Troyens sont en train de mesurer le terrain. Oui. Ils vont tirer au sort pour savoir qui, de Ménélas ou de Paris, lancera le premier sa pique en bronze. Et puis le combat singulier commencera. Mais voyez-vous, petite Barnabéa, un lâche reste un lâche, et malgré tout, Paris a peur, il est en état d'infériorité, il va succomber. C'est vrai? Non, car heureusement pour lui et pour nous, si je me souviens bien, Vénus Aphrodite, la grande déesse de l'amour, veille sur Paris. Mais que va-t-elle faire? Au moment même où Ménélas va saisir Paris par la crinière du casque... Oui, eh bien à ce moment même, où il va l'attirer à lui pour le mettre à mort sans pitié... Alors, Alexis? Alors, par un miracle tel qu'on n'en voit que dans l'Antiquité, Aphrodite va enlever Paris dans les airs. Sauvé? Oui, elle va le soustraire à la pique mortelle de Ménélas. Mais que fera-t-elle de lui? Nous y voilà, ma belle. Elle va le déposer sain et sauf ici, dans la chambre d'Hélène. Ciel, mon Dieu, un homme dans ma chambre! Oh, n'ayez crainte, il n'y restera pas longtemps. Dès mon arrivée, mon père et Asbestos vont s'occuper de lui comme ils se sont occupés de la véritable Hélène. Mais ils vont le faire disparaître lui aussi? Eh oui, ma chérie, mais oui. Vous êtes devenue Hélène, et moi je deviendrai Paris. Désormais, la belle Hélène et le charmant Paris, ce sera vous et moi. Mais pourquoi, chérie, mais pourquoi? Parce que le grand Babu le veut, mon petit. Quoi, vous dites, Alexis, que le beau Paris est un lâche et que seule Vénus Aphrodite est capable de le sauver? Oui, Barnabéa. En dépit de ses rodomontades, en dépit des exhortations de son frère Hector, Paris est incapable de soutenir le combat contre Ménélas. Mais j'entends au loin une rumeur. Ce sont les ovations des deux armées, l'une en face de l'autre au pied de la cité. Soldats grecs, mes enfants, et vous, ennemis troyens, nous avons conclu un gentleman's agreement. Nous allons en exécuter les dispositions. Afin d'éviter une effusion de sang qui ferait des milliers de morts, nous allons nous contenter d'assister au combat singulier de nos deux challengers respectifs que je vous présente. À ma droite, le roi Ménélas de Sparte, mari trompé, qui demande réparation. À ma gauche, Paris, prince de Troie, actuel possesseur de la belle Hélène et tenant du titre. Moi-même, Agamemnon, en ma qualité d'arbitre et juge impartial, je vous rappelle que tous les coups sont permis et que le combat se dispute en un seul round, sans pause ni reprise, jusqu'à la mort d'un des deux adversaires. Il sera en outre proclamé maître et seigneur de la belle Hélène. Furax, ça va être terrible. De si beaux hommes qui vont s'entretuer pour cette femme, cette Hélène. Oui, Malvina, c'est une pas grand-chose. Et c'est pour ça qu'il l'aime, mon petit. Mais ne crains rien. La mémoire ne me fait pas encore défaut. Ménélas et Paris survivront l'un et l'autre. C'est écrit dans l'Iliade. Alors, match nul? Non, tu vas voir. Ah, silence! Arrêtez la musique! Hector, représentant de l'AS troyenne, et Ulysse, au nom de l'Olympique spartiate, viennent de mesurer le terrain. Ils feront fonction de témoins des deux combattants. Monsieur Hector, et toi Ulysse, voulez-vous tirer au sort le nom de celui qui lancera le premier sa pique de bronze? D'accord, approche-toi Hector. Je te tirerai, tu me tireras par la barbichette. Le premier de nous deux tirera... Excusez-moi, Agamemnon, mais ces Troyens me font marrer, c'est plus fort que moi. Tant pis, les Grecs sont loyaux, le sort est décidé. Paris, prépare-toi, Paris. Ouvrez le banc. 1, 2, 3.
oui, bon, assez, messieurs. Hein. Oh, regarde, Edmond. Oh, ce Paris, tout de même. Sa réputation n'est pas surfaite. Oui. Oh, Hélène, eh bien, je la comprends, ce qu'il est beau. Oui, bravo, Malvina, c'est ça, continue, belle mentalité. Madame prend le parti de l'adultère et du déshonneur. Oh. Le premier code du revenu joue de la prunelle, et ça suffit pour que nous approuvions les pires des règlements. Mais sais-tu, Malvina, que je me demande si un jour, toi aussi, tu ne me trahiras pas comme cette gourgandine d'Hélène a trahi Ménélas? Ah, vraiment, c'est une chance pour moi que Claquemuf soit si laid. Fifi! Malvina, surveille tes sympathies. Nous sommes au service des Grecs, ne l'oublie pas, Paris, c'est l'ennemi. Oui, Edmond, oui, mais regarde-le. Oh, mais il met ses jambières. Elles sont magnifiques avec des couvre-chevilles d'argent et sa cuirasse d'or qui étincelle au soleil et son casque en panaché. Oh, mais qu'il a fière allée. De la mascarade, du théâtre. Non, regarde plutôt Ménélas. Ça, c'est un homme. Il fait front contre l'adversité. Les cornes de son casque ne le rendent pas ridicule, au contraire. Moi, je me mets à sa place. Edmond, je t'en prie. C'est toi. Voilà Paris qui s'avance. Il va lancer sa pique. Ça y est, il la lance. Oh, mais la chancelle! Ça y est, il est touché en pleine poitrine. Non! La pique s'est tordue sur le bouclier de Ménélas. Le coup est manqué. C'est le tour du vaillant Ménélas maintenant. Vas-y, Ménélas! Vas-y, Ménélas! T'as été sélectionné! Attention, allons, un peu de calme, s'il vous plaît. Étant donné le caractère d'extrême péril couru par les artistes, je réclame de l'assistance le plus profond silence. Ouvrez le banc encore un coup. 1, 2, 3. Ah, encore toujours le même, enfin. À toi, Ménélas! Oh! Raté! Quel déveine! La pique a traversé le bouclier, la cuirasse et la tunique de Paris sans le toucher. Oh, tu as vu? Il a esquivé un petit écart. Quelle légèreté! Oh, un réflexe de fuite. La peur, c'est ça qui l'a sauvé. Mais attendez un peu. Tiens, si tu crois que cette petite crapule va s'en tirer à bon compte, voilà Ménélas qui tire son épée, il court vers Paris. Mon Dieu! Il va lui faire du mal. Non, pas encore. Ils se parlent. Mais que peuvent-ils bien se dire? Petit bandit! Hein? On kidnappe l'épouse d'un homme respectable. On l'oblige, un roi puissant, à porter un casque à cornes. Hein? Attends un peu, gamin. Je vais t'apprendre, moi. Ah, tu m'as déshonoré. Eh bien, moi, je ne vais pas seulement te tuer, je vais d'abord te corriger, comme un morveux, devant tous tes copains. Tiens! Tiens! Mais ma parole, il lui tord le nez. Et tiens! Oh, il lui botte les fesses! Oh, quelle cruauté! Il lui passe la taille! C'est bien fait. Et maintenant, la belle crinière de ton casque. Regarde! Je l'enroule autour de mon poignet. Et je vais te traîner. Non, pas pitié, je l'ai pas fait exprès. Je recommencerai plus, je vous jure, monsieur Ménélas. Oh non, pas ça! Mais si, mon petit bonhomme, je vais te traîner jusqu'aux lignes grecques. Et là, je te fendrai en deux, comme une pastèque. Allez, hop! Oh! Fifi! Oh! La jugulaire s'est rompue. Ménélas n'a plus que le casque entre les mains. Mais ça ne fait rien, le voilà qui s'élance. Oh, le pauvre Paris! Cette fois, son compte est bon. Non, Furax, pas encore! Un miracle, Fifi, un miracle! Paris a disparu. Oui, Malvina, c'est un miracle. Et je savais que ça devait arriver. Et j'ai eu tort de m'échauffer, de me laisser emporter par les péripéties du combat. La déesse Vénus, Aphrodite, qui souvent protège les amours coupables, vient de sauver Paris. Elle l'a enlevé dans les airs. Mais où est-il maintenant? Réfléchis un peu, mon petit. Où veux-tu que la déesse de l'amour ait emporté Paris? Dans la chambre d'Hélène, voyons. À suivre! C'était le fils de Furax. Et de qui la maison? Mais Pierre Arnaud de Chassipoulet, voyons. Signé Pierre Dac et Francis Blanche.